Le jeudi, sur Tiers Livre, on pioche dans les lectures récentes, les livres récemment parus. On n'entre pas dans le bazar. D'ailleurs, tiens, c'est peut-être le meilleur moyen. Je prends le livre, mais je l'attaque par la toute fin. C'est une espèce de jeu graphique, je ne sais jamais trop avec les reflets comment ça marche. On est presque dans un calligramme, mais pas tout à fait. Le bruit des tuiles a été composé en Mignon Pro 10.5 sur un papier bouffant Munken 80 grammes. Et puisque vous en êtes à lire ce colophon, il peut vous plaire d'apprendre que le motif de la couverture du 80e ouvrage de notre catalogue que vous tenez entre les mains, que vous allez probablement refermer dans un instant, puisque c'est à la fin du livre, a été reproduit sur un Verger Conqueror 230 grammes, un papier de création que nous affectionnons particulièrement pour ses qualités sensitives. Le bruit des tuiles a été achevé d'imprimer en France, comme tous nos titres jusqu'à ce jour, par la nouvelle imprimerie La Ballerie à Clamecy, pour le compte de notre maison, les éditions La Contre-Allée, durant l'été 2019, après de longs mois d'attente et de multiples allers-retours entre Lille, Paris, Nantes, Réunion et Dallas, pour nourrir des échanges divers et variés quant au bien fondé de telles modifications, du déplacement de telles virgules. On ne dira jamais assez l'importance de la présence ou de l'absence d'une virgule, du détail. Enfin, comme Victor Considérant, il nous aura fallu attester de nos travaux. Aussi, le dépôt légal a été effectué au cœur de cet été 2019, en attendant fébrilement que la rentrée littéraire succombe à son tour à la belle inventivité de Thomas Giraud et de ce bruit des tuiles, tout à sa place dans cette contre-allée, délaissant les grands axes. L'ISBN est le 978 237 66 50 508 et le numéro d'imprimeur le 906 297. La nouvelle imprimerie La Ballerie est titulaire du label Imprime Vert, www.lacontrallée.com. C'est tellement rare que ça mérite quand même d'être qu'on s'y attarde, même si on est dans le début. Alors, donc, La Contre-Allée, maison installée à Lille, avec des rabats de qualité. Et prenez l'habitude de regarder où c'est imprimé, les livres. Prenez l'habitude de tout toucher le papier. Regardez les papiers de vos livres qui ont 2 ans ou 4 ans. Peut-être que justement, bon là, on est pile dans le grand barouf de ces prix littéraires à la con. Le droit de vote des femmes. 1947 ? Ouais, mais la révolution de 1848. Il y a un seul député qui propose d'adopter le droit de vote pour les femmes. Juste après cette révolution de 1848. Dans la révolution de 1848. Un seul qui le propose. Et combien vont voter pour ça ? Lui tout seul. Victor Considérant. Il est né... quand il est né... C'est mon boulot ? Non, c'est pas mon boulot. Je peux regarder là sur Wikipédia, j'avais même ouvert la page tout à l'heure, tenez, je vais regarder. En tout cas, Victor Considérant, c'est quelqu'un qui naît dans la philosophie, le mouvement de la presse, on est dans l'après-révolution, son idole c'est Charles Fourier, c'est les phalanstères, et c'est la philosophie, et puis dans ce mouvement-là, bien après 1848, il fait un peu chaud à rester en France, sous Napoléon III. Et c'est comme ça que va commencer cette expérience dont moi, j'avais jamais entendu parler. On est au Texas, on est tout près de la ville de Dallas, entre Dallas et Austin. On est dans un coin où il n'y a rien qui pousse, il n'y a que du vent, il n'y a que du sable. Mais un brave homme qui a lancé l'opération s'est fait filer les terrains, c'était pas cher, on pouvait mettre autant de monde qu'on voulait, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors si vous ouvrez là sur le site de la BNF et que vous entrez dans ce livre publié par Victor Considérant qui raconte l'histoire, ça s'appelle « Au Texas ». Déjà,
Mon départ pour le nouveau continent a été aussi accidentel que subi. J'ai été emmené en Amérique plutôt que j'y suis allé. C'est à peine si au moment de la détermination, j'eus le temps d'échanger à ce sujet une lettre avec nos amis de Paris. 3 ou 4 mois consacrés à voir le nouveau monde. Tel était uniquement mon programme. J'avais si peu l'idée d'y trouver une issue nouvelle à mes préoccupations supérieures que j'emportais avec moi le travail dont je viens de vous parler, pensant le terminer en mer, l'envoyer à Paris peu de temps après mon arrivée, parti d'Anvers, etc. Les bonnes traversées par vapeur ne prennent déjà plus que 10 à 11 jours. Il est à croire qu'avant peu d'années, ce sera tout au plus 6 ou 7. Les deux hémisphères se rapprochent singulièrement. Nous connaissons plus ou moins en Europe les choses de la société américaine. Outre les récits des journaux, nous avons sur les États-Unis de bons livres. Ici, pourtant, la réalité est bien autrement saisissante que les peintures les plus fidèles. Moi, je suis toujours demandé pourquoi Baudelaire n'était pas parti en Amérique. C'est le début de Au Texas de Victor Considérant. La ville que ces gens vont fonder, elle est sur le modèle des phalanstères de Fourier. Et il y a une autre expérience américaine qui s'appelle The Phalanx. Ça aussi, on l'apprend au Texas. C'est la première chose qu'il va aller visiter. Et donc, les idées utopistes ont déjà traversé, ont déjà été appropriées par quelques éléments de la société américaine, complexe elle aussi. Et cette ville qu'ils vont fonder va s'appeler Réunion. Puis on va s'échiner comme on pourra. À un moment donné, on va même faire venir... se doter de chèvres et de poules pour essayer de s'installer. Puis tout ça va tomber en botte. Et c'est là que commence le livre de Thomas Giraud. Alors Thomas Giraud, vous ne me faites pas l'insulte de me dire que vous n'avez pas déjà lu, ils sont tellement beaux à la contre-allée. Le premier livre, il est tout mince, contrairement à celui-ci qui n'est pas mince. C'est pas un critère. Parce que la vie d'Élisée Reclus, c'est un monde. L'illettrisme, la géographie, c'est un grand. Pourquoi il y a si peu de rues Élysée Reclus en France? Parce que ça colle toujours pas avec la société d'aujourd'hui. Et c'était un bonheur, ce truc, parce qu'on avait Élysée Reclus jeune, on avait Élysée Reclus dans le rapport à son père. Qu'est-ce qui fait qu'un bonhomme, donc qui ne sait rien encore de son propre destin, s'immerge dans des aventures d'adolescence qui vont le catapulter là où il ne comprend plus rien, mais où du coup va se forger ce qui fait aujourd'hui pour nous, pour quelques-uns, la grandeur et la force du nom. Et le livre s'appelait simplement Élysée, avec un I. Élysée, avant les ruisseaux et les montagnes, avec ce jeu sur la géographie tout de suite. Thomas Giraud a récidivé. Et celui-là, je l'attendais, parce qu'en plus, j'avais vu des petits bouts, me fait passer des bouts de fichiers. Jackson C. Frank. Alors, il faut vraiment être des guitareux de la grande période folk des années 70, c'est-à-dire les gens de mon âge et pas les gens de sa génération à lui, pour savoir qui c'est Jackson C. Frank. C'est-à-dire que dès lors que à la guitare, vous commenciez à vous mettre un petit machin sur le pouce et puis essayer du picking, il y avait des grands musiciens comme John Renbourn, Bert Jansch, et ces gens qui avaient totalement transcendé le folk anglais. Par exemple, Hard Rain Gonna Fall de Bob Dylan, c'est typiquement après sa dizaine de jours à Londres, quand il carquille les yeux comme ça devant ces types qui ont inventé sur des vieilles musiques modales, cet usage contemporain. Lui, tout ce qu'il apporte, c'est d'aller chevrotter dans le micro et donc de rapporter l'amplification et la proximité. Et là, je déborde. Jackson C. Frank a laissé un morceau, Blues Runs the Game. Et Bert Jansch a fait de ce morceau une sorte d'emblème générationnel, toute cette espèce de mouvement qui se décollait du rock, qui devenait une industrie, même si les relations entre les deux sont complexes. Jimmy Page probablement jouait très bien Blues Runs the Game. Jackson C. Frank, c'est un gars qui a laissé un seul disque. On ne connaît presque rien de lui. On sait qu'il a eu la gueule défigurée par un accident dans l'enfance. Puis les mortaux. Le défi de Thomas Giraud, c'était ça. C'est-à-dire sur ce silence, mais un gars qui laisse en héritage
juste 3 photos, mais dont une avec Elvis Presley. L'idée de cette brûlure et puis cette mort prématurée. Est-ce que l'idée de biographie, elle a du sens dans la mesure où tel morceau devient une espèce de procès symbolique, de procès identificatoire? Justement, ça doit être quelque part dans le site, si vous avez le courage de fouiller. Je me souviens avoir lu cette scène de la rencontre avec Elvis, alors là qui est attestée par une photo, mais la reconstruction qu'en fait Thomas Giraud à partir du musée d'Elvis Presley, etc. Qu'est-ce que serait le troisième? Franchement, j'en savais rien. Et bien tout d'un coup, vous tombez sur cette affaire-là. C'est-à-dire que Victor Considérant, politiquement pour nous, on est tous hantés par les questions d'utopie négative. Vous savez, c'est Ernst Bloch, Adorno, etc. Mais dans tout ce travail, par exemple, où est-ce qu'on lit ces choses sur Fourier? Eh bien, dans le Passagenwerk de Walter Benjamin, ces questions du travail de l'utopie, cette gestation de l'utopie, ce combat de l'utopie avec le marxisme, parce que considérant c'est deux options totalement différentes du socialisme, avec au milieu des gens comme Lafargue, c'est le droit à la paresse, qui était le gendre de Karl Marx, et donc cette idée de socialisme à la française, c'est des constructions qui sont... Marx démonte le socialisme à la Fourier. Les phalanstères, vous avez les logements du contremaître, et puis autour, vous avez les logements des ouvriers par ordre décroissant, et puis en face, vous avez l'usine. Et qui a financé l'équipée de Victor Considérant aux États-Unis? Enfin, c'est pas lui qui en est à l'origine, mais c'est lui, et puis aussi parce qu'il faut sauver sa peau et s'extirper de la France avant le coup d'État de Napoléon III. C'est lui qui en est l'opérateur, l'organisateur, le constructeur. Et puis il y a ce livre, Au Texas, qui en rend compte. Et le passage que je voulais lire tout à l'heure, Au Texas, rapport à mes amis. Dans le tout premier début, il y a un avertissement. Ceci n'est pas un livre et n'est pas destiné au public. C'est une simple communication confidentielle, si l'épithète peut s'appliquer à un document imprimé, adressé à des amis. Document imprimé, adressé à des amis, ceci n'est pas un livre. Ce qui définit le livre, c'est que son adresse soit publique. C'est tout le paradoxe de Thomas Giraud. Vous avez vu le colophon de la contre-allée. Le livre est public, il est dans l'espace public, mais vous avez vu le traitement qu'on lui a réservé. C'est-à-dire ces choses qui sont évidemment d'excellence, et c'est pas même la question d'excellence ou la question de phrases transcendantes. Et même, je vais vous dire un truc, par rapport à la ballade de Jackson C. Frank, où on est sur la musique, Thomas Giraud ne peut pas contourner la musique. Vous ne dites pas le bruit de l'électrophone ou ces espèces de jukebox là, dont Elvis Presley était propriétaire à titre personnel, sans passer par la musique de la phrase. Et là, vous êtes avec des gens qui sont austères, qui sont des théoriciens. Et la phrase de Thomas, qui est juriste et de formation, c'est pas qu'elle est frustrante, parce qu'elle est belle, elle est solide, et tout ça, mais en même temps, il ne se donne jamais aucune... C'est un livre qui est plus retenu que les autres. C'est un livre, c'est à vous par ce que vous allez voir. C'est quand même ça aussi qui, pour moi, est important. On est dans un monde de merde. Dans ce monde de merde, par qui et comment et quoi est fait le bruit principal? Et qui se rend complice de ce bruit principal? Dans les radios, dans tout ce machin de presse, et même dans ces nouveaux médias qui arrivent et qui vont toujours aussi dans le sens du poil. On ne parle de ce qui est déjà parlé. Et puis, vous avez ces espèces de blocs solitaires, mais qui sont des blocs fondateurs. C'est-à-dire que depuis le début, attendez, je le ramasse quand même. C'est nul à dire, mais c'est comme ça. Et puis Thomas Giraud, je l'ai croisé une fois... c'est bon, quoi, je serre pas les pompes. Puis je vous dis, en plus,
il a fait le choix, et au début il était sur Facebook. Moi, qu'est-ce que c'est riche, justement ça, mais qu'est-ce que tu es en train de lire, qu'est-ce que tu as découvert, qu'est-ce que tu dis de ce truc. Et puis il a fait le pari de rejoindre ces cohortes d'auteurs qui disent le web, on s'en lave les mains, on va crever avec ce système qui crève. Bon, évidemment ce ne sera pas le cas, mais bon, quelque part ça me... compris là quand ça parle justement aussi des utopistes, des phalanstères, tout ça, quelque chose me heurte dans le fait qu'on choisisse de s'en remettre à ce système commercial exsangue, quoi, et que de toute façon, ce système même dans ses prescriptions, bon, il va vous chier sur la gueule, parce que de toute façon c'est trop... Ah ouais, il y a un petit effort à lire. Mais ce petit effort, qu'est-ce qu'il nous récompense? Puisqu'il permet, en retour, qu'on se pense soi-même. Et c'est peut-être ça, la question de la littérature. Au bout du trajet, une petite vingtaine de minutes après Dallas, il y a au pied de la lettre un champ de ruines. Un champ très grand, quoiqu'il soit difficile de délimiter la taille du champ tant l'espace des ruines, ce fantôme de pierres absentes, se mêle dans un camailleux de jaune, au soleil, au ciel, au sable, à la poussière dans l'air, au reste du désert. Il y a seulement ce gros tas de pierres et de bois qui permet d'imaginer des maisons. Partout, un mélange de sable et d'une terre légère qui s'envolerait si on soufflait dessus, juste bon à fabriquer de la chaux. Ça crisse sous les dents, des restes de cheminement plutôt que de chemin, là où la terre et le sable sont plus écrasés, des pierres qui ne sont pas déjà dans les murs de la maison d'un autre au milieu de rien, si ce n'est ces petites touffes vertes. À partir des décombres, on devine des maisons resserrées autour de 2 ou peut-être 3 bâtiments plus grands éventrés, sans toiture. Plus loin, plus au sud, d'autres maisons mieux alignées, des restes dispersés. Une organisation demeure identifiable. Les murs, même tombés, continuent de faire parler, même si c'est très peu, ceux qui étaient là, comme si, malgré l'absence de toute trace écrite, on pouvait encore les entendre dire « j'ai été là ». Il y a les traces du passage d'une vie habitée, mais pas celle de la mort qui serait restée. Pas de cimetière, seulement une croix. Il y a des ustensiles variés, incompréhensibles, de cuisine ou de bricolage probablement, un amoncellement de bois, de vaisselle salie par les années à prendre la pluie, le sable, le soleil. On devine les sentiers, que la végétation au sol, même rase, même si elle a repris largement à son compte l'espace, n'a pas encore recouvert du vide, avec pourtant des souvenirs apparents. Quelques murs qui tiennent encore permettent de panser les portes inutiles de plusieurs petites maisons tassées. Les oiseaux font vraiment beaucoup de bruit? Ou alors, c'est à cause du silence du lieu. On ne vit pas ici. C'est ça qui rend le pépiment et le tintinabulement des oiseaux si entêtants. On ne vit pas ici, sur ce plateau de sable. On ne peut pas y vivre. C'est impossible, comme si l'impossibilité de le faire était plus encore une interdiction de celles innées, enfermées dans les os, dans le sang, pour vous obliger à vivre ailleurs, sauver l'espèce, sauf, bien sûr, s'il ne s'agit que de survivre, et encore, car comment respirer? On doit se prendre tout le vent dans la figure, un vent bien rempli de sable, car comment manger? Car à qui parler? Tout ce ciel, tout ce sable, cela a dû être simple d'avoir peur de vivre ici, d'avoir peur en vivant ici. Voilà, la phrase de Thomas Giraud. Donc. Et deuxième élément, c'est l'élément narratif. C'est-à-dire que vous ne faites pas un livre sûr, on n'est pas dans un essai. On est dans la littérature. Et prenez le livre d'Hélène Gaudy, paru aussi là, en septembre, Un monde sans rivage, sur cette expédition des 3 types qui, eux, veulent survoler le pôle Nord en ballon. C'est-à-dire l'enquête, le parcours de soi-même tel qu'on se met à disposition des contenus qu'on appelle et qui vous travaillent, devient aussi le fait du récit. Considérant bouger peu, il soufflait. Il était rassuré. C'était la première fois qu'il voyait les terres achetées. Il avait donné son accord pour la transaction, mais tout s'était fait par correspondance. Sur la foi des lettres de Cantagrel, des descriptions que celui-ci faisait, il écrivait de belles lettres Cantagrel. Il avait un style que les contemporains n'avaient plus. Quelque chose d'homérique et de gracieux. Il parlait de toutes choses comme un prince de son royaume. Il voyait les détails de la beauté, la force bien au milieu et la gentillesse partout. Il était lui-même d'une grande courtoisie. Il avait traversé le Texas fraternellement, prenant des contacts et se faisant de nouveaux camarades un peu partout.
considérant, savait qu'on ne devait pas céder à l'enthousiasme de Cantagrel. Et parfois Cantagrel cabotinait, le cabotinage mène au tragique. Il en fume, fait croire que les choses drôles sont pareilles aux choses réussies, que les choses énergiques ressemblent à s'y méprendre à celles que l'on a mis des semaines, parfois des mois à élaborer. L'intelligence exige des garanties plus grandes, pas seulement des intuitions bibliques ou fougueuses, pas des mots bien mis ensemble qui pourraient tenir en haleine un salon. Alors pour ces terres-là, qui, il comprenait bien Cantagrel, qui ici, il comprenait bien Cantagrel était celle de la dernière chance au Texas. Il suivait à la ligne les mots de Cantagrel. Plus un mètre carré n'était à vendre. Il avait demandé une description minutieuse de tous les lieux. Il lui avait fallu la taille, l'organisation de l'espace, la présence de l'eau, les villages alentours. Il n'était pas question de se contenter de jolis mots mis sur les paysages, d'un adjectif bien trouvé, d'intuition heureuse. On peut être convaincu par un lieu, pour de jolis reflets du soleil sur les feuilles d'un arbre, pour un chant d'oiseau, une coccinelle paresseuse, surtout si on a le couteau sous la gorge. Ces dernières terres, près du village de Dallas, étaient inespérées. Le livre fait 300 pages et quelques, 280 pages. Mais vous voyez, ce qui est aussi impressionnant pendant la prose, c'est comment elle tombe dans la voix. C'est-à-dire comment... c'est pas que ça appelle à être proféré, chanté ou tout ça, c'est comment dans la mécanique de syntaxe, il y a un allant, quelque chose qui pousse, mais qui pousse pourquoi? Parce que se construit ce qui fait rémanence, parce que se construit logiquement ce qui est donné à voir, et que se construit logiquement cette scénographie du voir, mais que dans ce voir, il y a quoi? Eh bien, il y a ce fond abstrait, il y a ce fond des idées qui jouent derrière, et c'est ça qui est terriblement morne quand il est absent la mièvrerie de ces rentrées littéraires. Alors, justement, moi, je m'en tiens là. C'est mon jeudi livre. Il y avait un moment que ce livre était là, il me fallait du temps pour entrer dedans. J'ai plus envie de parler de Thomas Giraud, la 3, Élysée, Balade silencieuse de Jackson C. Frank et Le bruit des tuiles. Mais vous pouvez y aller de confiance. Hein. C'est-à-dire, un type qui a ce point d'appui, qui n'est pas le politique au sens étroit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qui donne sens à ce qu'on fait, et comment les rêves et les utopies, de toute façon, sont toujours ce qui nous mène, y compris quand elles sont inopérantes. Et puis, à partir de là, ça vous laisse avec quoi? Ça vous laisse avec la syntaxe. Et puis la syntaxe, qu'elle soit celle de Chateaubriand, de Julien Gracq, je ne sais même pas si c'est pas une phrase de Julien Gracq qui ouvre ici et qui sert d'exergue. Il vous semble savoir que le malheur se guette et s'attend, géorgique Claude Simon. Cela faisait partie des choses qui, trop minutieusement prévues, n'arrivaient pas. Un balcon en forêt, Julien Gracq. Il ne s'agit pas d'attendre le possible, il s'agit seulement de créer les conditions propices à l'apparition, et alors survienne ce qui doit advenir, encore Bernard Noël. Je dis que j'avais rencontré qu'une seule fois Thomas Giraud, que j'ai l'impression d'un être de très grande qualité. Claude Simon, Julien Gracq, Bernard Noël, c'est des gens que j'ai connus. Mais oui, ça donne bien... C'est bizarre de commencer un livre en racontant le colophon et puis de finir avec les auteurs en exergue. Je vous laisse avec ce qui s'est parlé d'eux. Mais franchement, l'histoire de Victor Considérant et de cette ville de Réunion, montée de toutes pièces dans le Texas après la révolution de 1848, vous aviez entendu parler? Rien que ça... Ça vaut le coup de détromper la contre-allée et dire que on y tient, c'est un putain de bouquin.